Bonjour et bienvenue à notre série de webinaires Les prochaines étapes de la lutte contre la COVID-19 dans les établissements de soins de longue durée et les résidences pour aînés. Aujourd'hui, nous accueillons une discussion sur la mise à jour des données présentées par l'Institut canadien d'information sur la santé quant à l'utilisation des données pour l'amélioration des soins de longue durée. Je vais animer cette séance depuis mon bureau à mon domicile à Ottawa, qui se trouve sur le territoire non cédé de la nation Anishinaabe-Algonquin. Nous sommes heureux de proposer un service d'interprétation simultanée pour ce webinaire. Si vous souhaitez écouter la séance en français, veuillez cliquer sur « Français » dans le menu d'interprétation en bas de votre écran. Nous vous invitons à intervenir dans l'une ou l'autre des langues officielles lorsque vous saisissez vos questions dans la boîte de dialogue. Cette séance sera enregistrée et un sommaire sera fourni que vous pourrez communiquer à vos collègues qui n'auraient pu y assister. Le programme est basé sur le rapport « Repenser les soins en personnes âgées » paru en juillet 2020, qui porte sur les pratiques prometteuses dans 6 domaines clés qui ont la possibilité de réduire le risque de flambée future de COVID-19 ou d'en limiter les effets. Comme d'habitude, nous sommes heureux de proposer ce programme en partenariat avec le BC Patient Safety and Quality Council, l'Association des foyers de soins du Nouveau-Brunswick, la Fondation AMC et la CMTS. Avant d'entrer dans le contenu, nous avons quelques annonces. Nous voudrions vous informer que Statistique Canada, en collaboration avec Santé Canada, l'Agence de santé publique du Canada et l'Institut canadien d'information sur la santé, va procéder à l'enquête sur les établissements de soins infirmiers et de soins pour bénéficiaires internes du 4 janvier au 31 mars. Si vous souhaitez répondre à l'enquête, il reste quelques semaines. Cette enquête permettra à Statistique Canada de recueillir des soins comparables sur les établissements de soins infirmiers et de soins pour bénéficiaires internes au Canada et de comprendre la mesure dans laquelle ces établissements ont été affectés par la pandémie, y compris la dotation en personnel, les normes de soins et les lacunes en matière de compétences et de formation. Pour un complément d'information, veuillez visiter le site web en anglais ou en français, dont nous allons indiquer l'adresse dans la boîte de dialogue. Deuxième annonce. Aujourd'hui, c'est notre dernier webinaire dans cette série. Nous allons lancer une nouvelle série au mois de mai, tandis que le programme SLD+ prend fin et passe à une phase de nouvelles opportunités de soutenir les équipes de soins de longue durée. Nous sommes très heureux de proposer cette nouvelle série qui portera sur des grands thèmes reliés aux soins aux adultes à plus âgés. Le premier webinaire aura lieu le 16 mai 2022. Vous êtes tous les bienvenus pour vous inscrire à cette nouvelle série grâce au lien qui sera fourni dans la boîte de dialogue également. Je suis très heureuse de vous présenter nos conférenciers. Philippe Poitras est entré à l'ICS en 2009 à titre de gestionnaire de la gestion des données sur les soins spécialisés. Il anime les activités de gestion des données de l'ICS dans les domaines de la réadaptation, de la santé mentale et des toxicomanies, des soins continus et des soins à domicile du secteur de la santé. Dans le passé, il a contribué au projet de rapport électronique intégré de l'ICS, a contribué à la création du bureau de gouvernance des données principales et a travaillé sur les données des ressources humaines en matière de santé. Avant d'entrer à l'ICS, il a travaillé dans la recherche orthopédique. Il est titulaire d'une maîtrise en sciences appliquées en ingénierie biomédicale et Mary Boutet, qui est chef de l'exploitation du centre de santé Purley et des anciens combattants, organisation de soins aux personnes âgées avec 450 lits de soins de longue durée, 130 appartements pour personnes âgées et plusieurs services sur toute la gamme des soins. L'établissement Purley Widows se spécialise dans les soins et services aux anciens combattants. Depuis 20 ans, Mary Boutet a détenu de nombreux rôles de direction dans le secteur de la santé, portant sur l'élaboration et l'exécution de la stratégie, l'excellence opérationnelle et l'amélioration de la qualité. Elle est titulaire d'une ceinture verte Lean et est diplômée de la première cohorte du programme d'amélioration de la qualité Ideas Advanced Training, comme édité par le ministère de la Santé et des Soins de longue durée. À vous, Philippe. Bonjour à tous. Thank you, Tanya, for the introduction. Bonjour et merci, Tania, pour cette présentation et cette invitation à parler des données de l'ICIS sur les soins de longue durée. Je voudrais commencer par reconnaître que j'interviens aujourd'hui depuis le territoire traditionnel et non cédé de la nation algonquine Anishinaabe. Je reconnais que cette terre accueille de nombreuses Premières Nations, personnes inuites et métisses. Our main objective today is to share with you. Aujourd'hui, je voudrais vous communiquer des informations sur l'ICIS,
sur les données qu'elle recueille sur les soins de longue durée, ainsi que sur la diffusion de données. Ensuite, Mary Boutette va évoquer son expérience dans son établissement dans l'emploi des données de l'ISS pour améliorer la qualité des soins. Nous allons également évoquer certaines de nos ressources sur la COVID-19 que nous avons produites à l'ICIS qui recoupent l'ensemble de la gamme des soins. Je me concentrerai sur celles qui sont pertinentes pour les soins de longue durée. Enfin, comme nous le savons tous, la COVID a eu un impact sur notre système de soins de santé dont certaines lacunes ont été mises en lumière, mais la pandémie a également mis en lumière des lacunes en matière de données. Je vais donc conclure en évoquant les priorités pour la collecte de données sur les soins de longue durée dans l'avenir. Nous prévoyons un exposé de 30 à 40 minutes. Il devrait donc y avoir largement le temps à la fin de poser des questions et de participer à une discussion. Qu'est-ce que l'ICIS? Avant d'entrer dans le détail, je me suis dit qu'il serait pertinent de présenter rapidement l'ICIS. L'Institut est un organisme autonome sans but lucratif qui fournit de l'information essentielle sur les systèmes de santé du Canada. Nous sommes financés par Santé Canada ainsi qu'en vertu de conventions avec des provinces et territoires. À l'ICIS, notre priorité quotidienne est enracinée dans notre croyance ferme que de meilleures données débouchent sur de meilleures décisions, ce qui permet aux Canadiens d'être en meilleure santé. Avec ma formation d'ingénieur, les données sont une boucle de rétroaction critique qui nous permet de savoir où nous réussissons et où nous pouvons nous améliorer et sur lesquels nous devrions concentrer nos efforts d'amélioration. Nous réalisons cette vision en fournissant des informations pan-canadiennes comparables et exploitables. J'espère que les exemples que je vous donnerai aujourd'hui vous montreront comment nous avons utilisé les données sur les soins de longue durée en vue d'améliorer la qualité des soins dans ces établissements. Comme vous ne l'ignorez pas, l'ICIS n'est pas le seul organisme qui recueille des données sur la santé. En particulier, pendant la pandémie, j'ai été souvent interrogé sur la mission précise de l'ICIS par rapport à d'autres organismes pan-canadiens. À un niveau très général, j'ai voulu brosser cette toile de fond pour voir comment les trois organismes collaborent en vue de créer une image d'ensemble de la santé, du système de santé. Statistique Canada recueille des données et les publie en matière de santé des populations dans le cadre du recensement d'enquêtes portant sur les taux d'obésité, de tabagisme et ainsi de suite. La SPC est chargée de surveiller les maladies infectieuses pendant la COVID. La SPC a recueilli des données sur les cas de COVID au niveau pan-canadien. Quant à l'ICIS, nous concentrons la collecte des données sur les services de santé en milieu hospitalier, en milieu résidentiel, en hébergement et dans d'autres domaines. Même s'il s'agit d'une lacune dans d'autres secteurs, je précise que dans le secteur des soins de longue durée, l'ICIS recueille des soins offerts par les dispensateurs du secteur privé. Nous recueillons des données auprès de foyers de soins de longue durée privés à but non lucratif ou à but lucratif. Mais nous ne recueillons pas, dans le secteur des soins de longue durée, des données sur les soins de longue durée financés par des moyens privés comme les foyers de vie assistée ou les résidences pour aînés. Pour vous donner une idée de l'ensemble des données que nous recueillons, nous gérons 28 banques de données qui recoupent plus de 10 milliards de fiches. Nous recueillons des données sur l'ensemble de la gamme des soins, qu'il s'agisse de données cliniques, de données administratives, de données relatives sur les résultats déclarés par les patients, les mesures fournies par les patients, des données sur les dépenses de santé, puis sur la main-d'œuvre de santé. Les données déclarées par les patients sont les MRDP et les MEDP. Il y a tout d'abord notre base de données sur les soins de longue durée que je vais approfondir dans les quelques prochaines diapositives. Ensuite, les soins à domicile sont souvent un précurseur des soins de longue durée. Les bases de données hospitalières peuvent être jumelées avec les bases de données sur les soins de longue durée pour savoir quand les résidents sont transférés à l'hôpital pour y recevoir des soins actifs. Nous recueillons des données financières sur les soins de longue durée et nous avons également des données sur la main-d'œuvre du secteur de la santé.
compte tenu de l'importance de l'effectif du personnel de la santé, surtout dans le secteur des soins de longue durée, j'ai voulu approfondir un petit peu ce secteur-là. Mon équipe gère les bases de données cliniques. Une autre équipe à l'ICIS gère les données sur la main-d'œuvre du secteur de la santé, mais j'ai voulu évoquer ces deux bases de données car j'estime qu'elles sont tout aussi importantes l'une que l'autre. Alors, la base de données sur les soins de longue durée de l'ICIS est basée sur l'évaluation Interrail. L'Interrail est une organisation internationale de cliniciens et de chercheurs représentant plus de 30 pays qui a mis au point cette évaluation dans le domaine des soins de longue durée. L'évaluation comporte plus de 300 éléments de données allant du fonctionnement physique à la santé mentale et cognitive, la qualité de vie, la prise en charge clinique, qu'il s'agisse des affections de santé, des infections, des services, des médicaments pris, des interventions subies. Cette évaluation est réalisée typiquement chaque trimestre dans le secteur des soins de longue durée pour chaque résident, puis transmise à l'ICIS. Nous utilisons l'évaluation Interrail à l'ICIS pour recueillir des données sur les soins à domicile, les soins de longue durée et les soins en santé mentale en milieu hospitalier. Ceci nous montre comment nous utilisons les intrants pour créer des extrants à de nombreux niveaux. Comme je l'ai montré dans la diapositive précédente, nous recevons les informations cliniques de l'évaluation Interrail, nous recueillons des données démographiques sur les résidents ainsi que des données administratives, y compris les admissions, les congés, les transferts, et nous avons également des données sur les traitements et les services. Les données que nous recueillons sur une base trimestrielle sont utilisées pour produire 4 regroupements d'extrants. D'abord, les protocoles d'évaluation clinique qui servent au point de prestation de soins dans l'établissement. Les protocoles peuvent identifier des domaines dans lesquels on peut concentrer les soins et permettent également de faciliter la planification des soins. Les échelles de résultats sont le deuxième regroupement qui donne une idée du degré de gravité d'un problème, douleur, dépression, agressivité, escar. Les échelles de résultats peuvent être utilisées au point de prestation des soins pour la planification clinique, la planification des soins, mais peut également être agrégées afin de comprendre les besoins d'un groupe de résidents au sein d'un établissement. Troisième résultat, troisième extrait, ce sont des indicateurs de qualité. Les indicateurs de qualité sont de deux types. Il y a les indicateurs de qualité corrigés en fonction du risque et les indicateurs de qualité non corrigés. Dans la partie relative au rapport, à la diffusion des informations, nous allons nous porter sur les indicateurs de qualité corrigés en fonction du risque qui servent à comparer des régions, des établissements, des provinces du pays. Nous procédons à une correction en fonction du risque afin de tenir compte des différentes caractéristiques des résidents qui sont indépendantes de la qualité des soins qui leur sont disposés. Les indicateurs de la qualité non ajustés sont souvent utilisés chronologiquement au sein d'un établissement dans le cadre d'initiatives d'amélioration de la qualité. Il est ainsi possible de suivre les progrès réalisés au fil du temps grâce aux indicateurs non rajustés. Quatrième groupe, les systèmes de gestion de cas. Ces systèmes donnent la possibilité de regrouper des résidents en fonction de leur profil clinique dans ce que nous appelons des groupes d'utilisation de ressources. Dans les soins de longue durée, nous avons 44 systèmes de groupes clients. D'après les études sur la mesure du personnel, nous comprenons l'intensité en matière de ressources. Donc, les systèmes de groupes clients sont utilisés pour comprendre la complexité du groupe client au sein d'un établissement et de le comparer à d'autres, mais également, surtout en Ontario ainsi qu'ailleurs, cela sert à créer des formules de financement pour les établissements de soins de longue durée. Cette diapositive évoque la couverture pan-canadienne de nos données dans ce que nous appelons le SISLD et le SIIR. À l'ICIS, nous aimons beaucoup les acronymes. Je vais tâcher de ne pas en abuser. Le système d'information sur les soins de longue durée, SISLD, c'est notre base de données historique basée sur les données Interrail. Et le système intégré Interrail de rapport, c'est un nouveau système basé sur la nouvelle norme de données
Intera. Je vais évoquer le SIR tout à l'heure, mais je me contenterai de dire que dans les deux systèmes, voilà la couverture que nous avons dans l'ensemble du Canada. Sur 2000 établissements de soins de longue durée au Canada, nous recevons des données de plus de 1400 établissements représentant près de 70% de la couverture. Il importe de noter que pour nous, dans l'ICIS, quand on parle de soins de longue durée et les données que nous recueillons dans le cadre du SISLD du SIR, il s'agit d'établissements financés par les deniers publics avec des soins infirmiers 24 heures sur 24. Il ne s'agit pas de résidence pour aînés ni de résidence de vie assistée. Nous attendons prochainement de recevoir des données du territoire du Nord-Ouest et de la Nouvelle-Écosse qui ont commencé à mettre en œuvre la nouvelle norme Interrail qui vont transmettre des données au SIR. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous savons que les ressources humaines en matière de santé représentent un gros problème dans les soins de santé. On l'a particulièrement constaté pendant la pandémie. J'ai donc voulu consacrer quelque temps à évoquer les données dont nous disposons sur les ressources humaines en santé. Nous avons typiquement des données sur l'offre et la distribution pour beaucoup de professions, notamment au niveau des inscriptions pour les infirmières, ergothérapeutes, physiothérapeutes et pharmaciens, ainsi que pour les médecins. Pour les médecins, nous avons des données très riches puisque nous recevons certaines des données sur la facturation. À cause du modèle de rémunération à la vacation, par exemple, les données du régime d'assurance santé de l'Ontario. Nous avons également des données sur 23 autres professions au niveau agrégé. Nous produisons des statistiques sur les RHS chaque année. Si vous souhaitez savoir davantage sur les données de l'ICS, vous pouvez cliquer sur le lien qui figure sur cette diapositive. La pandémie a mis en relief des lacunes en matière de données sur les ressources humaines en santé dans le secteur des soins de longue durée, en particulier la capacité de disposer de données plus récentes en vue de la planification de la capacité. Également, la nécessité de comprendre dans quels établissements travaillent les professionnels. En plus de cela, il s'agit de comprendre les heures supplémentaires, les congés de maladie, les heures de travail pour la planification de la capacité. Et puis, compte tenu de l'importance des préposés aux soins de la personne dans le secteur des soins de longue durée, sur lesquels nous ne disposons pas de données, il s'agit d'une lacune qui a été mise en lumière pendant la pandémie. Il s'agit également de comprendre les différents modèles de soins et de champs d'exercice dans les différentes instances afin de pouvoir déterminer quels sont les impacts sur la qualité des soins. Comme vous le verrez sur la prochaine diapositive, nous avons des données et des informations très riches sur la qualité des soins dans le cadre des données du SISLD, mais nous comprenons moins bien les différents modèles et il serait intéressant de voir quel est l'impact de ces modèles sur la santé. Alors, je viens de conclure un survol des données que nous recueillons à l'ICIS. Parlons à présent de la publication et de la diffusion. Nous avons pour mandat à l'ICIS de produire des informations exploitables afin d'aider les décideurs à prendre des décisions au sujet du système de santé et de la planification de celui-ci. Nous remplissons ce mandat par une information publique et privée. Cette diapositive montre les différents types de données publiques que nous publions. Tout d'abord, les statistiques éclairent. Elles se trouvent sur notre site web, icis.ca. Nous avons des données sur toute la gamme des soins dans les SLD en particulier, fondées sur les données SISLD et SIR. Nous produisons des statistiques agrégées au niveau provincial en Excel que vous pouvez télécharger. Nous avons jusqu'à 5 ans de données en direct, depuis les données administratives, les congés, les départs, également les caractéristiques démographiques des résidents. Nous avons des échelles de résultats ainsi que 19 indicateurs de qualité dans les statistiques éclair. Ça, c'est un canal de données. Un autre canal que je vais évoquer dans les diapositives suivantes, c'est votre système de santé que vous connaissez, je crois. Et puis, on fait les publications analytiques dans lesquelles nous entrons dans le détail spécifique de questions émergentes et de thèmes d'actualité. Je vais y revenir pendant
que j'évoquerai les ressources sur la COVID. Voici votre système de santé. Il est basé sur notre cadre de résultats des systèmes de santé et vise à donner la capacité de comparer le rendement entre établissements, régions et provinces partout au pays. Nous publions à l'ICIS votre système de santé, les 9 indicateurs de qualité qui figurent sur la gauche pour les soins de longue durée depuis 2015. Nous pensons que cela a permis d'obtenir des améliorations dans les soins de longue durée. Pour vous donner deux exemples en particulier, l'utilisation des antipsychotiques depuis 2013 ainsi que l'utilisation de la contention ont considérablement diminué depuis que ces résultats sont publiés. Il s'agit bien sûr des efforts déployés par les provinces et territoires et du temps consacré aux améliorations, aux initiatives d'amélioration de la qualité, mais nous pensons qu'une bonne partie de ce processus est susceptible de déboucher sur une amélioration. Dans votre système de santé, sur la page d'accueil, vous pouvez rechercher tout établissement, région, province qui fournit des données sur les soins de longue durée à l'ICIS. J'ai pris une capture d'écran avec l'établissement Baycrest et les chutes. On voit les résultats de Baycrest avec ceux de l'autorité régionale de l'Ontario dans le cadre du système. Les résultats sont comparés au niveau national s'ils sont statistiquement différents. Une bulle verte signifie que c'est statistiquement supérieur à la moyenne, bleu c'est inférieur à la moyenne par rapport au Canada. Pardon, bleu c'est la même que la moyenne et rose cela signifierait que c'est inférieur à la moyenne. Les trois prochaines diapositives vont porter sur trois de ces indicateurs de qualité: les chutes, la douleur et la prise d'antipsychotiques. Bon, donc les chutes, c'est une capture d'écran direct de la plateforme Votre système de santé. À dessein, je n'ai pas inclus le Nouveau-Brunswick puisqu'il vient d'adopter le système SIR et qu'il n'y a donc qu'une année de données au sujet de cette province. Le Yukon est également mis puisque l'échantillon est tellement restreint qu'il peut varier considérablement, ce qui crée de la volatilité dans la tendance. Le Manitoba est également exclu parce que nous recueillons au Manitoba des données partielles au niveau de l'indemnisation des accidents du travail seulement. Donc, ces résultats varient d'une province à l'autre. Première observation. Donc, il y a peut-être là une possibilité de partager les pratiques exemplaires d'une province à l'autre. Un deuxième élément, c'est que les résultats sont relativement stables au fil du temps. En particulier, c'est intéressant parce que l'année 2020, l'année de la COVID, fait partie de cette série de résultats. Qu'est-ce que ces résultats nous permettent de conclure et que ne nous permettent-ils pas de conclure? Au niveau général, au niveau provincial, en moyenne, les chutes corrigées en fonction du risque sur la base des caractéristiques des résidents, le taux de chute n'a pas beaucoup changé avant et pendant la COVID. Cela ne signifie pas que l'expérience locale dans un établissement n'a pas pu être affectée par la COVID, car l'impact de la COVID a frappé différents établissements à différents moments et a frappé différents établissements différemment. Les résultats que nous publions avec les indicateurs d'activité à l'ICS, nous utilisons une moyenne mobile sur 4 trimestres. Si le résident a résidé dans l'établissement pendant une année et a donc fait l'objet de 4 évaluations trimestrielles, il s'agit d'une moyenne. Si quelque chose s'est passé pendant un trimestre ou l'autre, les résultats pourront être quelque peu atténués. La qualité des données ensuite. Nous savons que pendant le premier trimestre en particulier et le deuxième trimestre également de 2020, certains membres du personnel des établissements de soins de longue durée ont été réaffectés aux soins de l'administration. Certaines des évaluations ont été suspendues. Fort heureusement, et je remercie tous les établissements de soins de longue durée et leur personnel, fort heureusement, l'impact n'a pas été aussi grave que plusieurs d'entre nous l'avions cru. Il y a finalement moins de 10% de données qui ont été perdues pendant cette année civile.
Bon, ceci étant dit, si ces 10% consistent de manière disproportionnée en résidents qui ont été affectés, cela pourrait avoir un impact sur les résultats. Un dernier élément sur la qualité. L'exactitude des données, est-ce qu'il est envisageable que, compte tenu de tout ce qui se passait dans les soins de longue durée, la qualité des données a été affectée? Nous ne le savons pas encore, mais il s'agit d'une possibilité. Fondamentalement, au niveau général, nous ne voyons pas de changement notable du taux de chute. Par ailleurs, comprendre l'impact intégral de la COVID sur la qualité des soins des résidents dans les soins de longue durée prendra quelque temps. Les chercheurs étudient les données, l'ICIS étudie ces données, notre compréhension évolue. Voici un autre exemple d'un indicateur, la douleur chez les résidents. Il s'agit des résidents ressentant une douleur modérée quotidienne ou une douleur grave et plutôt aiguë en tout temps. Nous suivons les résultats au fil du temps. Il y avait un écart considérable entre les provinces. Depuis 5 ans, la Colombie-Britannique et la Saskatchewan affichent une diminution régulière du pourcentage des résidents qui éprouvent de la douleur. Donc en 2020, une bonne partie des provinces se rapprochent beaucoup. L'autre observation, c'est que, comme on l'a vu dans la diapositive précédente, il n'y a pas de grand changement entre la période pré-COVID et la période COVID. Ce qui ressort peut-être, c'est la Colombie-Britannique, où il y avait une baisse régulière et puis une légère augmentation. Les autres provinces sont assez stables. C'est donc comme pour le taux de chute. Je dirais que dans votre système de santé, les 9 indicateurs de qualité présentent une tendance semblable, très semblable. À part les antipsychotiques que je vais afficher plus tard, il n'y a pas de changement évident au niveau général, au niveau des provinces. Je vois qu'il y a des questions dans la boîte de dialogue. Je vais tâcher d'y répondre au fur et à mesure. Excusez-moi, je viens de les remarquer. Est-ce que tous les établissements de soins de longue durée, publics ou privés en Ontario, fournissent des données à votre système de santé? Ça dépend de ce que vous voulez dire par privé. Si les propriétaires sont des entités privées, oui. Donc, les foyers à but non lucratif et à but lucratif fournissent des données au SISLD. Pas les résidences pour aînés, mais les foyers de soins de longue durée publics 24 heures avec des services infirmiers 24 heures sur 24 financés par les données publiques. Il y a quelques exclusions. S'il n'y a pas suffisamment d'évaluation, nous écartons les résultats, mais essentiellement, tous les établissements de soins de longue durée financés par les deniers publics en Ontario contribuent des résultats à votre système de santé. Donc, est-ce que le SISLD combine les foyers de soins de longue durée et les hôpitaux comportant des soins, des lits de soins complexes, continus et de soins chroniques? Non, ces derniers ne sont pas inclus. Nous disposons de données reçues de l'Ontario ainsi que du Manitoba relatifs aux soins continus complexes. Consultez nos statistiques et clair, vous verrez que les statistiques sont bien distinctes. Mais aujourd'hui, nous évoquons uniquement les établissements de soins de longue durée financés par les deniers publics. Merci pour cette question. Alors, revenons à la diapositive. Essentiellement, il s'agit d'une stabilité au fil du temps, sauf peut-être les indicateurs relatifs aux antipsychotiques où il y a une légère variation. Cet indicateur porte sur le taux d'utilisation potentiellement inappropriée d'antipsychotiques. Potentiellement inapproprié, c'est essentiellement le cas de résidents prenant des antipsychotiques sans un diagnostic de psychose. Comme nous le savons, ces médicaments sont parfois utilisés pour gérer des comportements des résidents atteints de démence. Mais un suivi soigneux est nécessaire dans ce genre de cas parce que ces utilisations font planer des interrogations sur la qualité des soins. Les antipsychotiques représentent un exemple d'Excellence en Santé Canada, ex-FCASS,
et le projet collaboratif sur l'UAA, dans le cadre duquel de nombreuses provinces et territoires ont déployé des efforts considérables depuis 7 à 10 ans en vue de réduire l'utilisation d'antipsychotiques. Je n'ai pas une tendance sur 10 ans, je voudrais pouvoir vous la montrer. Il s'agit d'une capture directe de votre système de santé. Mais quand nous avons commencé à publier des données sur cet indicateur dans votre système de santé au niveau pan-canadien, le taux était d'environ 30% en 2013. Il a diminué jusqu'à 20% avant COVID. Il s'agit d'une diminution d'un tiers. C'est une amélioration considérable, ce qui témoigne des efforts déployés par les provinces et Excellence en Santé Canada. Nous constatons également ici que Terre-Neuve vient de subir une amélioration de qualité considérable et a réduit son taux considérablement de 37 à 22%. Atteignant la moyenne pan-canadienne, il s'agit d'une réussite éclatante. Depuis 4 ans, pré-COVID, les provinces affichaient une légère baisse au fil du temps, ou peut-être une légère augmentation dans le cas de l'Alberta l'année avant la COVID, mais la tendance générale depuis 10 ans, c'est une tendance à la diminution. Si vous comparez 2019 à 2020, il y a une augmentation. Chaque province, chaque territoire, à l'exception de Terre-Neuve et Labrador, affiche une augmentation d'au moins 1 point de pourcentage dans l'indicateur de qualité ajusté en fonction du risque. Nous voyons une augmentation de 21% à 22% dans la moyenne pan-canadienne. Encore une fois, il s'agit de résultats très généraux au niveau provincial. Il y a sans doute de multiples facteurs qui expliquent cette évolution. Il y en a un qui a été suggéré. Je ne dispose pas de données permettant de vérifier cette hypothèse, mais nous pourrions les réunir. Il s'agit de l'idée que, à cause du nombre de décès dans les soins de longue durée et par conséquent de l'augmentation d'admissions en provenance des hôpitaux, l'idée étant que les résidents arrivent des hôpitaux dans les foyers de soins de longue durée nantis d'une prescription, d'une ordonnance d'antipsychotique, le taux augmente. Il sera important de suivre les tendances au fil du temps pour voir si elles se stabilisent, voire diminuent. Je vais à présent m'arrêter ici, ayant conclu ce résumé de nos publications récentes à l'ICS, votre système de santé statistique est clair. J'ajoute que nous préparons des rapports publics, les rapports électroniques. Les établissements, les régions, les ministères de la Santé fournissent à l'ICS des données et peuvent y avoir accès, un accès sécurisé, ce qui leur permet de disposer d'informations beaucoup plus détaillées, notamment sur les groupes de cas. Dernier élément quant à l'accès aux données, les chercheurs. Nous avons un programme de demande d'accès aux données dans le cadre duquel nous fournissons des données agrégées ou des données banalisées au niveau des fiches individuelles pour réaliser des recherches. Il va sans dire que, compte tenu de tout ce qui s'est passé dans les soins de longue durée et la COVID, la demande émanant de chercheurs tiers d'accès aux données de l'ICS a beaucoup augmenté. Je donne la parole à Mary qui va nous faire part de quelques exemples tirés du réel pour l'utilisation des données de l'ICS. Merci Philippe. J'ai été invité à partager avec le groupe quelques exemples de la manière dont, au sein de notre organisation, nous utilisons ce genre de données pour notre réseau d'amélioration. Je travaille à l'établissement Pearly, un important établissement de soins de longue durée à Ottawa. Vers 2014, nous avons commencé à envisager l'amélioration de la qualité de façon beaucoup plus structurée et délibérée dans le droit fil du modèle d'amélioration. Le modèle d'amélioration est axé sur 3 questions fondamentales. Tout d'abord, qu'est-ce que nous voulons réaliser? Deuxième question, comment saurons-nous qu'un changement a entraîné une amélioration? Et troisième question, quels changements pouvons-nous apporter qui pourraient entraîner une amélioration? Donc, les données et l'accès aux données de qualité sont fondamentaux pour l'amélioration de la qualité. Philippe a dit que votre système de santé, le rapport Votre système de santé a commencé à apparaître en 2015. En fonction de ces données, il nous est apparu clairement que nous avions plusieurs possibilités d'amélioration et que nous allions devoir établir des priorités. En 2016, il est devenu plus qu'évident que l'un des domaines qui exigeait notre attention, c'était les plaies de pression, les escarres. Donc, à l'époque, nous diffusions
un taux de 6% des résidents qui présentent une plaie de pression nouvelle ou empirée, ce qui était le double du taux que nous aurions attendu en fonction des lignes directrices en matière de rapport au niveau provincial et pan-canadien. Avec votre système de santé, nous avons vu très clairement que cet élément détonnait. Nous savions également, compte tenu des seuils utilisés par l'ICIS pour déterminer si nous nous situions dans la gamme, dans la moyenne ou au-delà de la moyenne, c'est-à-dire que nos résultats étaient médiocres, nous savions que c'était représentait un problème. La première chose que nous avons faite, ça a été de nous renseigner, d'approfondir ces données. Nous avons commencé à réaliser des revues de cas. Nous avons commencé à voir qui d'autre, dans quel domaine, dans quelle région, dans quel secteur avions-nous identifié les meilleurs établissements. Nous avons également consulté les lignes directrices et les pratiques exemplaires publiées et comparé ce que nous faisions par rapport aux lignes directrices et meilleures pratiques publiées, notamment celle de l'Association des infirmières autorisées de l'Ontario, qui avait 2 lignes directrices et meilleures pratiques sur les plaies de pression. Nous avons réalisé une analyse des lacunes par rapport à ces lignes directrices. Nous avons identifié 3 domaines clés dans lesquels nous n'étions pas à la hauteur. Premier domaine, c'était une question de connaissance au niveau de nos équipes. Nous avions un groupe d'infirmières qui identifiait et documentait les plaies de pression de façon incorrecte, en englobant tous les types de lésions et en confondant parfois des ulcères diabétiques et des plaies de pression. Cela a bien sûr un impact sur les données, mais cela amène des soins suboptimaux et un traitement suboptimal de ces lésions. Deuxième domaine que nous avons identifié comme étant problématique, c'est l'utilisation des produits. Nous avions beaucoup de produits. Il était difficile aux infirmières de savoir exactement lequel utiliser et dans quelles circonstances. Troisième facteur que nous avions identifié, c'est la complexité croissante de la population de résidents et des personnes qui résident chez nous. Donc, le premier élément, nous avons décidé qu'il fallait que nous comblions les lacunes en matière de savoir et de formation. Nous avons beaucoup investi dans la formation de nos équipes. Nous avons mis au point des outils d'évaluation structurés. Nous avons organisé des simulations et nous avons commencé à constater une évolution dans nos données. Les données, votre système de santé et également les données du SISLD ou du SIR que nous étudions. Donc, les données rajustées en fonction du risque et les données internes non ajustées. Nous avons commencé à constater cette diminution. Pas aussi rapidement que nous le voulions. Il s'agit d'une moyenne mobile sur 4 trimestres retenue par l'ICIS pour assurer que la taille d'échantillon est suffisante et que l'on puisse faire confiance aux statistiques. Nous avons commencé donc à constater une évolution. Nous avons également utilisé les principes Lean pour envisager l'utilisation des fournitures et l'organisation des produits, ce qui a permis au personnel de choisir beaucoup plus facilement le produit dont il avait besoin. Encore une fois, nous commençons à afficher cette diminution des données. Troisième élément dans lequel il y a eu des gains considérables, nous avons mis de côté des ressources pour investir dans un rôle dédié d'infirmières spécialisées dans dans les lésions aux mains. Nous avons inclus des seuils dans notre dossier de santé électronique pour une recommandation, un aiguillage automatique, évaluation, consultation. Cette infirmière fait aussi beaucoup de travail de développement des capacités au sein de l'équipe, tout en fournissant un soutien pour les soins de lésions complexes. Ce travail a commencé en 2017. Nos toutes récentes données étaient d'1,3% de nos résidents qui subissent des plaies de pression qui vont empirant par rapport à une moyenne provinciale de 3,4%.
en étudiant nos données au fil du temps, nous avons pu constater des évolutions considérables. Je viens de voir une question qui est passée sur la boîte de dialogue au niveau des diapositives. Je n'ai pas de diapositives à partager. Je voulais simplement partager mes éléments oralement relatifs à notre expérience. Mais les personnes qui s'intéresseraient à en savoir un peu plus sur le contenu de ma présentation pourraient demander une documentation à l'appui que je me ferai un plaisir de fournir. On parle des étapes Lean. Il s'agit de Lean 5S. C'est un système qui se prête très bien à la gestion de l'offre. Donc, par exemple, pour rationaliser, réduire le nombre d'options disponibles, les codes couleurs, des systèmes qui permettent de s'organiser très facilement afin de mettre la main sur ce dont on a besoin pour gérer une situation en particulier. Est-ce qu'il a été nécessaire de faire une formation sur l'identification d'une lésion avant qu'elle ne devienne problématique? Oui. L'une des lignes directrices et meilleures pratiques que j'ai évoquées porte sur la prévention des lésions. Nous avons, oui, tout à fait envisagé la prévention. Nous avons mis en œuvre ces deux lignes directrices de pratiques exemplaires, ce qui inclut tous les éléments depuis la nutrition jusqu'à l'utilisation de surfaces réductrices de pression, les signes précoces, les signalements précoces de la part des PSP, l'intégrité cutanée, la vérification de l'intégrité cutanée avant le bain. Il y a beaucoup d'étapes préventives qui sont importantes. Je devrais également préciser qu'il s'agit d'un exemple, mais nous utilisons les données de votre système de santé dans l'identification précoce des domaines sur lesquels nous devrions concentrer nos efforts pour déterminer quels sont les domaines d'un coup d'œil, quels sont les domaines où quelque chose semble inapproprié ou insolite, ou encore des domaines dans lesquels nous semblons différer de la moyenne, ce qui nous amène à tâcher d'en tirer les leçons. Cela s'aligne bien en Ontario pour les membres ontariens de notre auditoire sur les indicateurs qui sont identifiés comme étant prioritaires par Qualité en santé Ontario, le ministère des Soins de longue durée pour l'amélioration. Merci, Mary, d'avoir partagé cela. Je remarque qu'il y avait d'autres questions dans la boîte de dialogue, mais nous y répondrons à la fin de la présentation. Donc, je vais tâcher de passer en revue les diapositives restantes assez rapidement afin que nous ayons le temps de répondre aux questions. À l'ICIS, nous avons produit beaucoup de ressources sur la COVID-19, sur la continuité des soins. Sur la page d'accueil d'ICIS.ca, vous trouvez une icône sur laquelle vous pouvez cliquer pour accéder à une tonne d'informations. Je vais me concentrer sur quelques cas d'utilisation pertinents pour les soins de longue durée. Mais avant d'entrer dans le détail des données, je voudrais reconnaître qu'à l'ICIS, nous nous concentrons sur les chiffres dans notre travail. Ces statistiques représentent des personnes qui ont été affectées par la COVID-19. Et cela ne nous échappe pas à moi ni aux personnes qui travaillent sur ces chiffres. Ces données représentent une analyse que vous trouvez sur notre site Web qui se fonde sur les données de l'outil de suivi de la COVID-19 de l'Institut national du vieillissement qui suit les cas de COVID-19, les décès liés à la COVID-19 dans les établissements de soins de longue durée avec un contraste avec les cas de COVID-19 et décès liés à la COVID-19 dans la communauté de la SPC. Les résidents des soins de longue durée ont été affectés de manière disproportionnée par les décès liés à la COVID-19. Pour vous donner une idée, pendant la période de l'étude, les résidents des soins de longue durée ont représenté 3% de l'ensemble des cas de COVID, mais 43% des décès liés à la COVID-19. La bonne nouvelle, c'est que une fois que nous avons commencé à administrer des vaccins, ces données montrent qu'entre janvier et mars, la première dose des vaccins administrés dans les établissements de soins de longue durée entraîne une chute considérable des décès dans les soins de longue durée. Une analyse sous un angle différent, la surmortalité attribuable à toute cause
non pas uniquement les décès liés à la COVID-19, nous avons utilisé les données du SISLD qui reflètent uniquement Terre-Neuve-et-Labrador, l'Ontario, le Manitoba, l'Alberta et la Colombie-Britannique, puisque ce sont les provinces pour lesquelles nous disposions de données pour les 6 années. Donc, il s'agit en violet ou rose des décès pendant l'année de la COVID par rapport à la moyenne. Il y a un nombre considérable de décès excédentaires pendant la première vague et certains pendant la deuxième vague. Et il est intéressant de constater que dans la troisième vague, c'est là où nous avons attribué le vaccin, il y a moins de décès que prévu. Nous pensons que c'est attribuable à plusieurs raisons. Tout d'abord, les décès sont surtout situés au niveau des vagues 1 et 2. Ensuite, la vaccination. Ensuite, la lutte contre les infections. Il s'agit d'une façon différente d'étudier l'impact de la COVID sur les décès dans les soins de longue durée. J'inclus ceci parce que je me suis dit que certains d'entre vous seraient peut-être intéressés et ne connaîtraient peut-être pas cet outil. Dans les ressources sur la COVID, sur notre site Web, on évoque les différentes interventions qui ont été mises en œuvre un peu partout au Canada. Je crois que nous avons peut-être perdu Philippe Poitras. Si Mary est toujours en ligne et qu'elle est audible, il y avait peut-être quelques questions supplémentaires auxquelles elle aurait pu répondre pendant que nous tâchions de rejoindre Phil. Alors, il y a une question. Lorsque vous parliez des 3 questions que vous vous posez quand vous entreprenez un projet d'amélioration de la qualité, quelqu'un demandait, pourriez-vous les répéter quand vous envisagez l'amélioration des soins? Volontiers. La première question consiste à demander ce que nous cherchons à réaliser, ce que nous cherchons à améliorer. Nous voulons être aussi spécifiques que possible dans l'établissement d'un objectif. Pour nous, dans notre cas, il s'agissait des plaies de pression. Nous voulions réduire le nombre de plaies de pression, spécifiquement des plaies de pression qui allaient s'aggravant par rapport au niveau actuel en vue de parvenir à un nouvel objectif. Notre objectif initial était de nous situer à la moyenne provinciale. C'est notre premier objectif. Deuxième question, comment saurons-nous qu'un changement représente une amélioration? Il s'agit de la question de la mesure. Si vous connaissez le docteur Don Berwick, il ne suffit pas de dire je veux réduire les plaies de pression, mais il faut dire dans quelle mesure et d'ici quelle date. Troisième question, quels changements vont déboucher sur une amélioration? C'est la troisième question pour une raison. Bien souvent, dans les soins de santé, nous sommes vraiment emballés pour l'amélioration. Nous savons que c'est important, nous voulons l'aborder tout de suite, mais parfois, nous voyons une très bonne idée car quelqu'un et nous nous disons, ah ben, on va la mettre en œuvre. Nous mettons en œuvre l'idée ou le changement avant d'avoir vraiment compris ce que nous voulons améliorer et comment nous allons le mesurer afin de voir si ça a marché. Donc, cette troisième question intervient dernier moment. Vous contrôlez ces changements que vous voulez gérer. Dans notre cas, ce premier changement en matière de formation, il s'agit d'outils d'évaluation structurée. Nous avions une hypothèse selon laquelle nous allions obtenir une amélioration si nous mettions en place telle mesure et nous avons pu mesurer cela au fil du temps. Donc, l'un des éléments qui sont importants quand on utilise les données auxquelles Philippe faisait allusion, et spécifiquement certaines des données tirées du SISLD au fil du temps, c'est qu'il est possible de faire un suivi et de déterminer, bon, ce trimestre-ci, nous avons mis en œuvre notre nouvelle évaluation. Qu'est-ce qui est arrivé à nos données le trimestre suivant et celui d'après? Et on peut en voir l'impact. Donc, voilà le modèle d'amélioration.
en quelques instants. J'ai également constaté que Tania avait affiché un lien dans la boîte de dialogue avec l'Institut pour l'amélioration des soins de santé et qui, je pense que c'est une vidéo de Mike Evans qui est excellente et qui explique cela bien mieux que moi. Je pense que vous avez très bien expliqué. J'ai inclus le lien dans la boîte de dialogue pour quiconque souhaite en prendre connaissance. C'est une vidéo très courte et puis il y a des ressources sur le site web de l'ICS. Pour en revenir au plaid de pression, quelqu'un demande si une liste de mesures préventives serait utile pour les personnes de première ligne. Quelqu'un, je pense, va vous poser la question, Mary. Très bien. Me revoici. Excusez-moi, je suis vraiment désolé. C'est drôle. Mon Internet est le plus fiable. Ça ne se produit jamais. Et puis, bien sûr, alors me revoici. Je vais tâcher de passer en revue les deux dernières diapositives rapidement, Tania, parce que je voulais laisser une 2 minutes pour les questions les plus pressantes. Alors, très rapidement, il y a un lien sur la diapositive. Il s'agit d'une analyse réalisée par l'ICIS pour la Commission ontarienne des soins de longue durée. C'est fascinant en ce sens que nous nous fondons sur des données tirées d'une enquête auprès de tous les établissements de soins de longue durée de l'Ontario. Il ne s'agit pas de données de l'ICIS. C'est un modèle qui a étudié les facteurs de risque pour la gravité des éclosions, c'est-à-dire le pourcentage de résidents atteints de COVID. Pour être bref, on se concentre sur la droite, le modèle final. Le modèle initial visait à reproduire des résultats de Nathan Storm, mais selon le modèle final, il y a 4 facteurs qui ont un impact significatif sur la gravité des cas. Le quatrième étant l'incidence dans la communauté et les 3 autres, la présence d'un directeur médical moins d'1 jour par semaine, la pénurie de plus de 25% des PSP et le recours aux agences de placement. Je voulais montrer cette analyse pour y attirer l'attention. Vous pouvez cliquer sur le lien au bas. Il y a beaucoup plus d'analyses et des données très intéressantes. Ça, c'est seulement dans le contexte de l'Ontario, mais je me suis dit que ce serait intéressant pour tout le monde. Alors, je voulais conclure. Nous avons passé en revue la collecte de données, les rapports et certaines des ressources sur la COVID. Je voudrais conclure rapidement en parlant des priorités définies pour l'avenir. Donc, pour nous, en ce qui concerne les données cliniques en matière de soins de longue durée, donc, j'avais évoqué tout à l'heure le nouveau système d'information intégré Interact qui est basé sur de nouvelles technologies. Pour rester simple, il a la capacité de recevoir des données quasi en temps réel. Pour les établissements qui transmettent des données directement à l'ICIS, nous pouvons fournir des données beaucoup plus récentes. L'évaluation est un peu plus courte et on adopte des normes comme HL7 et d'autres qui facilitent l'interopérabilité au niveau des ressources humaines et autres. S'agissant des ressources... Oh, pardon. Ah oui, une des lacunes pendant la pandémie qui a été révélée dans nos statistiques, puisque nous fondons bon nombre de nos statistiques sur les CSLD, le SIF, nous n'avons pas de couverture pan-canadienne, le fait que nous n'avions pas de statistiques basiques comme le nombre de lits d'établissements de soins de longue durée a été difficile pour le gouvernement fédéral, les gouvernements provinciaux, lorsqu'il s'est agi de planifier le pays, les vaccinations et ainsi de suite. Donc, dans l'avenir, nous allons travailler à l'ICIS sur les statistiques pan-canadiennes agrégées, même si elles ne sont pas recueillies dans le cadre d'évaluation interne. Voici un exemple, vous pouvez le trouver sur notre site web où nous montrons le nombre de foyers par province, y compris la répartition entre les établissements publics et privés. Enfin, pour conclure, sur les ressources humaines en santé, il y a beaucoup de travail excitant qui est en cours. Mon collègue anime ce plan quinquennal. Donc, il s'agit de recueillir des données sur la masse salariale pour obtenir davantage de détails sur le nombre d'heures travaillées, les congés de maladie, etc. Bien sûr, toutes ces données sont banalisées, mais également recueillir des informations sur les PSSP dans l'avenir, ce sera très important. Et dernier élément, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'intégration des données sur les RHS avec les données cliniques très riches pour nous permettre de commencer à jumeler les questions de champ de pratique et de modèles de soins au niveau des résultats.
Voilà, et le dernier point, juste avant de passer aux questions, pour moi personnellement, j'ai vu comment le secteur des soins de longue durée a été affecté dans mon travail professionnel, mais également mon travail personnel. Et je voulais vous dire à vous tous qui travaillez dans les soins de longue durée, le foyer de soins de longue durée, du fond du cœur, un grand merci. Vous avez été de véritables héros pendant cette pandémie. Je sais à quel point, enfin je ne sais pas, mais j'ai vu à quel point c'est difficile, même au niveau personnel. Alors je voulais simplement vous dire merci de tout cœur pour tout le travail, tout le dévouement, l'empathie, le soin des aînés. Merci. Merci beaucoup, Phil, pour tout cela. Je suis bien d'accord. Il y a eu beaucoup, beaucoup de travail qui s'est fait depuis quelques années dans ce secteur et je vous remercie d'avoir reconnu le travail de notre personnel et soins de longue durée partout au pays. Nous avons beaucoup de questions et nous n'avons que quelques minutes. Je vais tâcher d'en poser quelques-unes. Je remercie également Mary d'avoir fourni son expérience issue du réel de l'utilisation des données de l'ICS pour l'amélioration de la qualité. Première question qui a été posée dès le début de la présentation, ce n'est pas relié à une diapositive particulière, c'est comment recueillez-vous des données sur la qualité de vie des résidents dans les soins de longue durée? Quel genre de questions posez-vous et à qui les posez-vous? Excellente question. Interrail comporte un instrument lié à la qualité de vie. Nous ne recueillons pas ces données. Je sais que le groupe SQLU le fait. Nous avons des dimensions de qualité de vie dans l'évaluation Interrail, par exemple les interactions sociales et ainsi de suite, et bien d'autres facteurs. Je m'en tiendrai là. Très bien. Question suivante. Pour en revenir à la diapositive 22, vous avez montré votre système de santé. Comment pouvons-nous avoir accès aux informations spécifiques à chaque site? Je ne sais pas si vous voulez donner une idée générale. Est-ce qu'il y a une vidéo? Oui, si vous vous rendez dans votre système de santé.ca sur la page d'accueil, vous pouvez rechercher n'importe quel établissement dans la première barre de recherche. Alors, saisissez le nom et ça s'affiche, c'est tout. Très bien. Une question également au sujet de l'indicateur de douleur. Est-ce que c'était spécifique à la douleur attribuée à la COVID ou la douleur en général? La douleur en général. Très bien. Et puis, encore peut-être qu'on va glisser quelques-unes pour les antipsychotiques, quelques questions sur ces données-là. On dirait que l'utilisation d'antipsychotiques a augmenté dans certaines provinces, c'est comparaison avec les ratios de dotation en personnel ou les facteurs interrail relativement à l'augmentation des besoins en matière de soins. Excellente question. Nous n'avons pas encore approfondi ces données. Tania, je me demande si, dans le cadre des projets collaboratifs UAA ou d'autres projets, nous pourrions peut-être aborder cela. Je sais qu'il y a des complexités au niveau des patients. Il y a eu beaucoup d'admissions en provenance des hôpitaux. Peut-être que les caractéristiques des patients sont différentes. Donc, je crois que ce sont des éléments que nous devons analyser. Très bien. Encore une fois, pour les antipsychotiques, cet indicateur, les utilisations potentiellement inappropriées sont mesurées pour un ensemble de données. Si le client n'a pas un diagnostic enregistré d'une affection psychotique et que reçoit des antipsychotiques, il serait inclus dans les données, est-ce exact? Quelle que soit la justification de l'administration de la médicament. Donc, la question est de savoir qui est dans ces données, qui est dans cet indicateur d'utilisation potentiellement inappropriée. Attendez un instant, j'ai les critères d'exclusion et d'inclusion, je ne me les rappelle pas. Je vais. C'était quelle diapositive? 23, 24. Ah voilà, je l'ai. Les résidents qui sont de maladies en phase terminale, qui reçoivent des soins palliatifs, qui ont un diagnostic de schizophrénie, maladie de Huntington, chorée de Huntington, ou qui ont des hallucinations, sont exclus de l'indicateur. Donc, ils ne figureraient pas dans le dénominateur. Les autres seraient inclus. Très bien. Une autre question plus générale. Donc, en Ontario, le personnel qui... Bon, on demande maintenant dans quelle mesure c'est sécuritaire pour les personnels non vaccinés de retourner travailler dans le foyer de soins de longue durée. Est-ce que les données scientifiques sont suffisantes pour soutenir ce changement de politique? Pour en venir à votre diapositive, vous avez évoqué les effets de vaccination sur les soins de longue durée. Avez-vous des observations au sujet donc, des personnes vaccinées et non vaccinées dans le même établissement? Je ne sais pas si vous recueillez ce genre de données. Non, nous ne recueillons pas même genre de données, ce genre de données. Nous
n'avons pas, je sais que, je ne me souviens plus pour quelle période, mais les taux de vaccination du personnel étaient plus bas que ceux des résidents. Quant à la question de savoir si le personnel doit être admis dans un établissement de soins de longue durée pour dispenser des soins, ça, c'est une question relative aux autorités de santé publique. Une dernière question. Est-ce que vous savez quelles provinces et territoires envisagent d'utiliser le SIR? La Saskatchewan a déjà fait la transition de l'ancien au nouveau. Le Nouveau-Brunswick recueille des données en fonction de la nouvelle norme depuis quelque temps. Et les territoires du Nord-Ouest, le Yukon, sont en transition à l'instant même. Il y a d'autres provinces qui explorent cette transition aussi, qui sont à différents stades de l'étude ou de la planification. Bon, écoutez, merci beaucoup, Phil, pour votre présentation. Merci beaucoup, Mary, de nous avoir fourni votre témoignage issu du réel dans l'utilisation des données de l'ICIS. Merci à vous tous d'avoir été présents pour ce webinaire. Une heure passe tellement vite, mais nous apprécions beaucoup le fait que vous ayez pris le temps d'être des nôtres. Alors, pour conclure, notre nouvelle série d'apprentissage virtuel va commencer au mois de mai, le 16 mai, avec des modèles de dotation créatifs en SLD. Et notre dernier caucus SLD+ aura lieu le 24 mars, avec la docteure Paula Rochon de l'hôpital Women's College portant sur les cascades de prescription. Merci encore à Phil, Mary et à tous nos participants. Tonia, je sais que nous n'avons plus de temps, mais si des personnes ont davantage de questions, n'hésitez pas à envoyer un courriel à l'adresse que j'ai inscrite sur les diapositives. Nous serons heureux d'y répondre. Merci. Au revoir.